Et bienvenue à tous dans votre rendez-vous hebdomadaire où on va parler des épisodes d'animé sortis cette semaine. Anime Hebdo, je vous accueille aujourd'hui pour parler bien évidemment du dernier épisode de la saison de Demon Slayer qui est sorti ce dimanche avec une durée de 32 minutes, donc on aura des choses à dire bien entendu. On parlera aussi de l'épisode de Takagi-san qui était excellent, mais pas seulement, il y a aussi les habituels Ranking of Kings et SNK qui ont sorti des épisodes très bons cette semaine. Donc on retrouve tout ça juste après le générique. Non, il n'y a pas de générique, juste maintenant. Alors juste avant de commencer, je vais juste évoquer les animés que j'ai enlevés et ajoutés dans ma liste cette semaine. Alors parmi ceux que j'ai enlevés, il n'y en a qu'un seul en fait, c'est Love of Kill, que j'ai retiré parce que je lui avais laissé sa chance au préalable, et au fur et à mesure il n'a fait que me décevoir. L'épisode de cette semaine était vraiment ridicule, j'ai abandonné tout simplement Love of Kill, donc voilà, il ne sera plus dans les animés hebdo. Par contre j'en ai rajouté deux, qui sont My Dress Up Darling, que j'avais simplement oublié la semaine dernière, et aussi Salaryman's Club, qui en est qu'à son 3ème épisode, donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant c'est plutôt prometteur. Mais en tout cas, évidemment, comme chaque semaine, un disclaimer sur le fait que, évidemment, je parle des épisodes de la semaine, donc je vais spoiler, c'est évident hein, bien sûr, mais c'est pour ça que je mets des timecodes, donc vous pouvez évidemment aller à l'animé qui vous intéresse, pour voir mon avis, ma review. Et donc c'est parti, on commence avec Sabikui Bisco, épisode 5 qui est sorti ce lundi. Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est niveau sonore, donc au niveau du son. Qu'est-ce qu'on a de bon? C'est les OST, de très bonnes OST dans Sabikui Bisco, surtout celles quand Milo et Bisco suivent les enfants. Vraiment, je les trouve excellentes celles-là. Aussi évidemment, ce qui va avec sonore, c'est les effets sonores, de très bons effets depuis le début de l'animé, mais là ça m'a quand même pas mal marqué dans cet épisode. Et évidemment les seiyuu, de très bons doubleurs dans Sabikui Bisco, mais pas seulement. Je reprendrai en fait cet argument dans beaucoup d'épisodes, puisque cette saison on a vraiment des seiyuu excellents. C'est un plaisir. On a le retour de Po, la sœur de Milo, Pao, je sais pas comment on le dit, je vais dire Pao plutôt. Du coup ça me fait plutôt plaisir parce que bon, elle a des arguments quand même. Non mais blague à part, c'est vraiment un archétype intéressant de femme forte et elle a vraiment sa place dans cet animé. Donc voilà, très content de la revoir. Et du côté de Bisco et Milo, ils ont leur quête aussi, avec donc les enfants qu'ils doivent sauver. Et je trouve que ça montre vraiment la scission qu'il y a entre les deux personnages, entre Milo et Bisco. Enfin, je dis scission, mais c'est plutôt qu'ils sont vraiment opposés l'un à l'autre. Ils sont pas en scission, mais ils sont vraiment opposés par leur caractère. Bisco, il s'impose toujours par la force. Il montre qu'il est plus fort et c'est comme ça qu'il arrive à s'imposer devant les autres. Et Milo, à l'inverse, vraiment s'impose par sa gentillesse et ses connaissances, son savoir en médecine. Donc très intéressant de voir cette opposition qui est encore plus marquée dans cet épisode, qui est donc au final un bon épisode. Alors l'histoire stagne un peu puisque des deux côtés, que ce soit Pao ou Milo Bisco, on est vraiment sur des side quests, quoi, des quêtes un peu annexes avant d'atteindre vraiment le scénario principal. Mais sinon voilà, j'arrive le lundi, je suis content de retrouver mon épisode de Sabikui Bisco, toujours aussi sympathique. Donc ça va être un 7 sur 10 tout simplement pour cet épisode 5 de Sabikui Bisco. Et c'est mérité. On passe ensuite à Tribe 9, l'animé un petit peu barré de baseball futuriste. Un peu spécial, mais honnêtement, pour l'instant, j'ai été plutôt convaincu par ce qui a été proposé. Pas au niveau visuel, c'est toujours aussi mauvais. Pas au niveau comique, c'est toujours aussi mauvais le comique. Quoique, en fait, le comique, c'est plutôt un dents de scie, je vais dire. Mais c'est vrai que le début d'épisode où les héros gagnent des points seulement avec des petits stratagèmes drôles, ça m'a pas du tout marqué, ça m'a pas du tout fait plaisir. J'ai trouvé ça assez inintéressant. Même décevant. Mais par contre, il y a certains moments que j'ai trouvé très drôles, comme par exemple quand le chef des motards arrive avec son vélo parce qu'il n'a pas le permis. Bon, ça m'a fait quand même pas mal rigoler. Donc voilà, l'humour est un peu en dents de scie, et honnêtement, dans cet épisode, c'était plutôt sur le côté bas. Voilà, on était plutôt sur le bas de la pente. On espère que ça va remonter. Aoyama utilise des stratagèmes donc pour essayer de piéger l'équipe adverse, et une réaction de la part du clan Minato, que ce soit Taga Haru d'une part, mais ensuite évidemment Saori qui prend le lead et qui dit voilà, notre identité au clan Minato, c'est d'affronter nos ennemis. Voilà, elle s'impose en tant que meuf bien badass, quoi. Saori, vraiment, elle sait se montrer, et elle sait montrer qu'elle est la capitaine et qu'elle mérite ce brassard de capitaine. Donc voilà, je trouve que globalement, c'est un épisode assez moyen puisqu'on a eu un début assez lent et pas très intéressant avec surtout de l'humour qui était mal maîtrisé. Et ensuite, on arrive petit à petit dans un moment un petit peu plus charnière de l'épisode avec Saori qui reprend le lead. Donc voilà, c'est un 6 sur 10 pour cet épisode qui aurait pu être bien mieux, mais qui quand même finit plutôt sur une bonne note. On passe ensuite à mardi avec The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Le fils du marquis Antgadal, on va dire, Antgadal, a été assassiné ou a été tué. Et en tout cas, le marquis pense évidemment que c'est un assassinat de la part de Wayne. Donc Wayne va rencontrer le marquis. Il élabore toute une stratégie. Et honnêtement, ça fonctionne très bien. Wayne démontre encore une fois qu'il est supérieur à tous ses adversaires dans ce monde. Donc voilà, on a plein de retournements de situation qui sont à chaque fois prévus par le prince. Donc très bon épisode qui montre vraiment que Wayne est au-dessus de ses opposants.
Mais il y a toujours ces petites séquences où il y a la voix intérieure de Wayne qui arrive et qui montre bien que quand même ça reste un humain et que parfois il a quand même beaucoup de chance de s'en sortir. Donc voilà, ça renforce vraiment son côté humain et ça permet de beaucoup mieux s'identifier au personnage. Ça aurait été compliqué s'il avait été vraiment l'être parfait. Et enfin, à la fin de l'épisode, il y a évidemment cette proposition de Loa qui voulait se marier à Wayne pour son plan, qui finalement tombe un peu à l'eau avec tous les événements. Et en fait, on est plutôt d'accord avec Loa, enfin en tout cas moi personnellement, puisque je trouve que le couple Ninim-Wayne va beaucoup mieux ensemble. La relation est hyper mignonne, enfin il y a une alchimie qui saute aux yeux entre les deux, c'est assez évident. Mais donc voilà, épisode très divertissant, qui fait avancer l'intrigue, donc ça c'est cool. Et qui met encore une fois le héros, Wayne, sur un piédestal. Donc très bon épisode, ça va être un 7 sur 10 pour The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Je devrais pas redire ce titre, il est beaucoup trop long. On passe ensuite à Life, encore, putain trop. Life with an Ordinary Guy Who Reincarnated into a Total Fantasy Knockout. Un épisode, pas seulement, mais un animé complètement basé sur le comique, complètement centré sur la dimension comique de l'œuvre. Donc j'ai pas grand chose à dire forcément, hein, c'est purement humoristique. L'humour fonctionne plutôt bien, donc globalement ça reste positif. Voilà, j'ai trouvé le combat entre cette armure surpuissante et Jinguji plutôt fun. Jinguji qui fait un combat très très marrant, qui montre encore une fois qu'il est bien supérieur à ses adversaires, comme Wayne tout à l'heure, mais là d'une manière beaucoup plus drôle que sérieuse. On approche quand même le roi démon et le scénario avance. On rappelle que le but des deux c'était de trouver et de vaincre le roi démon. Donc on s'y approche, on a trouvé un de ses généraux. Donc voilà, le scénario progresse, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, je peux quand même pas dépasser un 6 sur 10 parce que ça reste un animé assez cheap en termes d'animation, en termes de scénario, d'évolution de personnages. On reste dans quelque chose de vraiment centré sur le comique et l'humour. On ne cherche pas à faire une œuvre d'art. Donc ça va rester un 6 sur 10 pour cet épisode. Mais je continue à regarder cet animé qui est plutôt plaisant. On passe ensuite à un des bangers cachés de la saison, Tokyo 24th Ward, que trop peu de gens regardent alors que c'est excellent. C'est Cloverworks, donc en vrai on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant derrière. Mais on a en plus de très bons visuels, une très très bonne intrigue qui vient en plus se complexifier dans cet épisode 6. Puisqu'on a des relations entre le trio RGB qui s'envenime, surtout entre Ran, qui est évidemment du bidonville, et Koki, qui lui est le fils du maire. Donc il y a une scission entre les deux personnages. Donc voilà, plus généralement, un excellent scénario puisqu'il vient nous présenter trois personnages qui ont chacun une lutte extrêmement différente, qui de base se sont rencontrés à l'école primaire et qui finalement ont pris des routes totalement différentes, et qui sont plus ou moins restés amis, mais qui là évidemment vont devoir gérer ces complications. Donc on a aussi beaucoup d'émotions dans l'épisode avec les adieux de Kunai, mais aussi le flashback et la rencontre des trois du RGB que j'ai trouvé plutôt émouvante. Vraiment, on comprend dès le départ les personnalités de chacun des trois personnages. Donc ça c'est très très cool, ils sont quand même restés eux-mêmes malgré tout. Donc voilà, en plus de ça c'est valable pour tout l'animé, mais les thèmes sont extrêmement actuels, que ce soit l'atteinte à la vie privée et la sécurité publique, lequel est-ce qu'il faut privilégier le plus. Voilà, on est vraiment sur une balance, il faut chercher l'état de stabilité maximale. Et ici voilà, on a plutôt choisi du coup dans Tokyo 24th Ward la sécurité publique au lieu de garantir la vie privée. Mais voilà, encore un épisode excellent, ça mérite largement un 8 sur 10. Cet épisode pose des questions, répond à d'autres, et on avance vraiment dans le scénario et dans une intrigue qui se complexifie et qui devient très très intéressante. Donc bravo pour ça, Tokyo 24th Ward. On passe ensuite à l'épisode 6 d'Orient. Alors évidemment dans Orient, il y a des choses qui ne changent pas. On reste sur un très bon shonen avec un doublage excellent, vraiment exceptionnel. Les doubleurs sont absolument monumentaux dans Orient. Honnêtement, ça ajoute énormément à l'anime puisque on voit très souvent les personnages, surtout les deux principaux. Mais on a Tsugumi qui est arrivé qui est arrivé récemment et qui elle aussi a une très bonne doubleuse. Donc très très cool d'avoir ça renforce vraiment le côté prenant de l'anime. L'opening qui est toujours aussi bon, les musiques sont excellentes, notamment l'OST pendant le départ de Tsugumi, c'était une masterclass, c'est là. Et donc voilà, techniquement il y a toujours des choses qui restent très très positives. Ensuite, si je parle un peu des choses plus chronologiquement dans l'épisode, on a d'abord Tsugumi qui refuse de partir. En soi c'est un peu vain puisque on remarque dans l'opening qu'il forme un peu une équipe à 3 avec Tsugumi, Tsugumi, Musashi et comment il s'appelle l'autre, Kojiro, voilà pardon. Tsugumi, Musashi et Kojiro, on voit qu'ils forment un trio dans l'opening, donc on imagine bien qu'elle va partir avec eux. On a quand même le fait que Musashi et Tsugumi peuvent s'identifier l'un à l'autre assez facilement puisque chacun ils ont une figure paternelle qui n'était pas leur vrai père. Et donc c'est plutôt intéressant de voir ce parallèle là. Ensuite, donc je reste chronologiquement, après ça dans l'épisode, il y a une séquence où il y a Tsugumi qui colle Musashi, il y a un moment très bizarre entre les trois personnages qui est à la fois drôle et à la fois un petit peu gênant.
Bon, finalement c'est expliqué, c'est plutôt fun, mais j'avoue que sur le moment c'était un petit peu étrange. Et enfin on arrive dans la fin de l'épisode. Voilà, on cherche vraiment à rentrer le plus profondément possible dans cet univers qui est très particulier. On set up des nouveaux mystères, donc voilà, très très cool, un très bon nouveau personnage qui vient d'apparaître, mystérieux aussi. Donc honnêtement voilà, un très bon épisode 6 de Orient, qui très honnêtement est un des meilleurs de la semaine. Je l'ai trouvé vraiment excellent, et je trouve que trop peu de personnes regardent Orient. Le mercredi, il y a vraiment des animés très bons, mais que les gens ne regardent pas, ils sont trop focus sur les animés de fin de semaine. Mais je vous jure que dès mercredi dans la semaine, il y a de très très bons épisodes. Et on n'a pas fini puisqu'on arrive avec Police in a Pod, épisode 6. Je crois que j'ai donné 8 sur 10, ouais, Orient. Voilà. Je sais plus si j'avais donné la note. Mais on arrive ensuite à Police in a Pod, épisode 6, qui, alors malheureusement, est un petit peu moins bon que les épisodes précédents. On a toujours du comique qui fonctionne très bien. Alors c'est beaucoup plus recherché que Total Fantasy Knockout, l'épisode du mardi. Donc c'est bien plus recherché, c'est du comique de situation. Notamment avec du coup dans cet épisode les rendez-vous arrangés entre Fuji et Kawaii qui s'arrangent un rendez-vous avec deux hommes et qui au restaurant trouvent leurs 2 autres collègues et ça donne une situation très très drôle. Et donc voilà, et pas seulement, on a aussi dans la deuxième partie de l'épisode une section très marrante avec une course-poursuite entre Minamoto et Fuji. Les deux veulent arriver en premier et moi c'est plutôt marrant puisque Minamoto venait justement de se faire réprimander parce qu'il conduisait de manière pas assez prudente et qu'il endommageait les véhicules. Et bien évidemment là il a fait encore pire que d'habitude. Mais voilà, très très marrant la folie dans le regard de Minamoto dans cet épisode. Quand on disait c'était très très drôle. Mis à part ça malheureusement on n'a pas de trucs qui sortent vraiment du lot. On était sur un épisode purement comique, purement léger. Donc voilà, ça va être un 6 sur 10. Mais ça reste quand même un animé à suivre Police in a Pod puisque je pense que ça peut réatteindre des pics qu'il avait atteints notamment dans l'épisode 3. Donc à voir ce que ça peut donner par la suite. Mais on arrive maintenant au jeudi avec évidemment Boji-kun et son royaume quoi tout simplement. Mais il y a un truc que je voulais mentionner dès le départ, c'est que j'adore les flashbacks de Ranking of Kings. Je trouve qu'ils apportent une énorme profondeur à chaque fois aux personnages qu'on suit. Donc ici dans cet épisode de Ranking of Kings, on suit les 3 frères des enfers, donc Despa, Desha et Uken. Et c'est un très très bon flashback sur les 3. J'ai vraiment hâte d'avoir le flashback sur Miranjo qui je pense va être exceptionnel et qui va nous révéler vraiment énormément de choses. On apprend petit à petit des choses sur Miranjo, hein, on arrive à la cerner de mieux en mieux, de plus en plus. On comprend grâce à ce que nous dit Apis qu'en fait elle est vraiment égoïste et qu'elle ferait absolument tout, et là qu'elle est en train d'absolument tout faire pour retrouver ses moments de bonheur avec Boss. Donc voilà, on se rend compte que c'est un personnage vraiment très très égoïste et que c'est ça qui la motive. Mais j'ai vraiment envie quand même d'avoir le flashback de Miranjo et surtout avec comment est-ce qu'enfant elle a été martyrisée, comment est-ce qu'elle a fait la rencontre de ce démon du coup qu'on retrouve après dans Boss. Mais maintenant parlons de Boji qui a énormément changé et ça se voit depuis le début de l'animé. Tout le monde le remarque, hein, il a une aura beaucoup plus imposante qu'avant. Et ce que j'aime beaucoup c'est que tout le monde reconnaît le rôle que Kage a eu dans ce développement de Boji. C'est-à-dire que vraiment ils reconnaissent l'importance de l'ami qui a été Kage dans cette évolution et que Boji aurait pas pu atteindre de tels sommets sans lui. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Mais donc voilà, on a un très très bon épisode 17 avec un scénario qui avance plus rapidement que dans les épisodes précédents, avec un rythme plus soutenu, un combat magistral que j'ai trouvé vraiment très 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 bon entre Uken et Boji, un combat exceptionnel dans cet épisode. Donc voilà, c'est un 8 sur 10 pour cet épisode de Ranking of Kings et totalement mérité. On passe ensuite à vendredi avec là aussi un seul animé, c'est Les Mémoires de Vanitas no Carte, épisode 17. Alors encore énormément de mystères et surtout un épisode très très sombre comme à son habitude, mais peut-être encore plus sombre cette fois-ci, avec donc tout ce mystère autour de Nenya, Faustina, la reine des vampires. Voilà, Nenya qui en fait est la reine des vampires, donc Faustina. Donc très mystérieux, très très sombre aussi cette reine des vampires qui a l'air vraiment effrayante. Et dans cet épisode, on a le retour notamment de Roland, qui est le sang de la veine. Il est incroyable ce personnage. Il est hyper smart en plus parce qu'il comprend très très vite la situation. Donc voilà, bien joué de sa part. Mais on a évidemment le retour de la dynamique entre Noé et Vanitas. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu puisqu'il était séparé pendant pas mal de temps. Content de revoir ça. Et en plus de ça, on est gratifié d'un flashback très bon sur Jeanne, qui est d'une violence absolument inouïe. Donc voilà, un épisode très très sombre des Mémoires de Vanitas, qui est dans la lignée des précédents avec de très bons visuels, des visuels surtout marquants et
plutôt effrayant dans cet épisode, une ambiance très pesante et vraiment une pure brutalité. Donc pour moi ça va être un 7 sur 10 pour Les Mémoires de Vanitas. Je pense qu'on va atteindre des sommets encore plus élevés dans les prochains épisodes. On passe ensuite à samedi avec How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. C'est l'isekai de fin de semaine qui est plutôt sympathique, des isekai diplomatiques comme j'aime les appeler. Je ferai ces guillemets à chaque épisode d'Anime Hebdo, oui, pour dire isekai diplomatique parce que personne n'emploie ce terme. Mais on a eu un début d'épisode assez soporifique. J'ai failli m'endormir. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose dans ce début d'épisode. On découvre de nouveaux personnages. Enfin, un nouveau personnage plutôt, je dis de personnages alors qu'il n'y a qu'une fille, c'est la scientifique. Honnêtement, c'était pas hyper intéressant. Mais au final, au fil de l'épisode, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de petits trucs de world building qui sont mis en place petit à petit pour arriver à nous faire comprendre mieux quel va être le futur de l'œuvre et sur quoi est-ce que Soma va devoir se focus pour la suite de son règne tout simplement. Donc on se rend compte encore une fois que Soma est un excellent personnage, il réfléchit très vite, il pense tout de suite à des solutions et on voit qu'il est largement au-dessus de tous ses congénères en fait. Donc voilà, un épisode honnêtement correct, qui avait pas très bien commencé, un petit peu soporifique comme il faut l'avouer, mais qui reste quand même plutôt correct. Donc ça va être un 6 sur 10 pour cet épisode. Enfin on arrive à l'épisode 6 de Karakai Jozo no Takagi-san saison 3. J'en avais parlé au départ dans l'introduction de cet épisode d'Anime Hebdo, mais l'épisode est magistral, excellent. Alors on a un début d'épisode assez classique avec Takagi-san qui évidemment connaît Nishikata par cœur et qui se joue de lui. En même temps elle laisse sous-entendre ses sentiments, toujours hyper mignon et comique. Ça marche très très bien. Mais il y a un truc que je trouve on ne parle pas assez quand on parle de Takagi-san, c'est à quel point cet animé arrive à être original dans l'habitude. C'est-à-dire que, par exemple dans cet animé, je vais m'expliquer parce que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais par exemple dans cet épisode, on a l'opening qui est incrusté au début de l'épisode dans des visuels de l'épisode tout simplement et pas l'opening habituel comme on a. Donc on cherche vraiment à chaque fois à casser la monotonie des épisodes où les situations se répètent assez souvent, et l'anime arrive à casser cette monotonie justement avec ce genre de petites choses, ce genre de petits détails, donc incruster l'opening par exemple, ou alors l'ending de cet épisode qui est Takagi-san chante au karaoké. Ce genre de petits trucs, ça paraît pas grand chose, mais ça permet vraiment à chaque fois d'ajouter un truc en plus à chaque épisode et de le rendre vraiment unique. Donc on a aussi le retour d'un couple qu'on n'avait pas vu cette saison, c'est Hojo et Hamaguchi. Ça fait plutôt plaisir. Mais ça me donne surtout envie de parler des seiyuu de cet animé qui sont... le casting est incroyable. Goldé, on a Yuki Kaji évidemment qui fait Nishikata, Takahashi Rie qui fait Takagi-san, mais pas seulement, on a Koki Uchiyama qui est excellent, Aoi Yuki qui est une doubleuse absolument brillante, Yuma Uchida, Maoichi Michi, donc vraiment très très bien joué de la part de Takagi-san d'avoir ramené une telle équipe, parce que ça rend vraiment l'animé extrêmement vivant et très très plaisant à suivre. Et évidemment, comment je pouvais ne pas parler dans cet épisode de cette scène où Nishikata sauve Takagi. J'étais tellement hypé à ce moment-là, c'était beaucoup trop mignon. Vraiment, ça m'a fait me fondre dans mon cœur. Vraiment, cette scène était trop mignonne. J'ai adoré. Donc un pur 8 sur 10 pour cet épisode de Takagi-san est totalement mérité. On passe ensuite à l'épisode 6 de My Dress Up Darling. J'en avais pas parlé du coup la semaine dernière puisque j'avais tout simplement oublié, mais j'étais bien à jour. Et donc dans cet épisode, on a Marine qui d'un coup se rend compte que finalement elle est sous le charme de Gojo. Alors pourquoi pas, plutôt mignon, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle réalise ça quand elle voit à quel point Gojo est fasciné par son travail sur le costume notamment. Donc très très cool, et maintenant c'est à Gojo de réaliser ça. Et d'y aller en fait. Allez frérot, tu vas y arriver, tu peux le faire mon ref. On a dans le même épisode l'apparition d'une autre fille. Donc qui est Jojo, la cosplayeuse. Alors bon, le scénario là prend un petit peu des petites facilités, très très légères facilités pour présenter Marine à son idole, mais bon, on va oublier. Moi ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le fanservice qui était pas tant dérangeant que ça au début de l'animé, qui était un petit peu quand même très présent quoi, on voyait qu'il y avait une volonté quand même de mettre ça en avant. Là dans cet épisode c'était peut-être un peu too much, on espère que ça va redescendre un petit peu. Faut doser un petit peu le fanservice, faut doser, il y a des choses à ne pas montrer quand même. Donc voilà, et pareil, il y a un truc qui m'a un peu moins convaincu aussi, c'est la fin de l'épisode, où bon, ils ont parlé pendant 15 minutes d'un animé dans l'animé, genre, c'est-à-dire que dans My Dress Up Darling, ils ont parlé d'un animé, mais ils ont eu une discussion sur un animé qui existe seulement dans Dress Up Darling. On a un petit peu laissé sur le côté, honnêtement, moi ça m'a un petit peu endormi cette partie.
Donc voilà, un épisode qui est pas très net par moment, mais quand même agréable et surtout qui présage du bon pour la suite. On voit que l'évolution de la relation entre les deux peut être très très cool entre Gojo et Marine. Et enfin pour ce samedi, on a un dernier épisode, c'est Salaryman's Club. On est resté sur 2 épisodes excellents avec de l'action, des parties slice of life, des parties où on crée les relations entre les membres de l'équipe, des parties où on cherche plutôt à montrer plutôt de l'action et des matchs. Et là cet épisode s'est concentré full sur la partie slice of life et la partie entreprise de l'animé. Ce qui n'est pas forcément la partie qui me plaît le plus, mais en fait c'est vraiment une partie qui est essentielle pour rendre les moments qu'on aura plus tard, les moments intenses qu'on aura plus tard dans l'animé, plus marquants. Si on a pu se familiariser plus avec les personnages et plus rentrer dans leur vie de tous les jours, et ben quand les moments seront beaucoup plus hype et beaucoup plus intenses, on sera plus à fond dedans. On a aussi la séquence où Shiratori boit. Et ce mec a l'alcool beaucoup trop honnête, je crois vraiment. Mais c'est très cool qu'il verbalise un petit peu tout ce qu'on voit depuis le début de l'animé sur l'équipe. Et là, il le verbalise et ça nous permet de nous en rendre compte aussi, nous, de notre côté. Mais voilà, on espère qu'on va retrouver ces pics de hype qu'on avait dans les 2 premiers épisodes par la suite. Donc ça va être un 6 sur 10 pour cet épisode de Salaryman's Club. Mais je pense que, voilà, avec des épisodes avec un peu plus d'action qui vont arriver plus tard avec le tournoi inter-entreprise, je pense qu'on va être servi à ce niveau-là. On finit par dimanche avec 2 masterclass évidemment. Et on va passer peut-être un tout petit peu plus de temps sur Demon Slayer qui a sorti son dernier épisode de la saison cette semaine avec l'épisode 11 qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, 32 minutes pour cet épisode. Et on commence l'épisode avec un Tengen qui a un flow absolument massif. Alors par rapport à l'arc précédent cette fois-ci, on a personne qui meurt, mais encore une fois ce que j'aime beaucoup dans Demon Slayer c'est que quand il y a des combats contre des adversaires puissants, les conséquences sont très graves. Et encore une fois, cette fois-ci, on perd un pilier puisque Tengen va devoir abandonner son poste. Il est plus en état de combattre. Déjà qu'au début de l'épisode, il pensait tout simplement mourir. Il est sauvé in extremis par Nezuko. Donc de véritables conséquences à chaque fois sur l'animé quand il y a des combats aussi dantesques. Et comme d'hab, on a la petite séquence où on vient prendre pitié des démons qu'on vient d'éclater. Voilà, les démons qui ont tué un maximum d'êtres humains et pourtant on vient quand même prendre pitié d'eux à cause d'un petit flashback. Il y a pas mal de moments où on a l'impression que les démons sont des victimes de Muzan et de son pouvoir maléfique, mais la plupart du temps c'est pas le cas et en fait les démons quand ils étaient humains étaient plutôt victimes d'autres êtres humains. Donc effectivement, est-ce que le problème c'est les démons ou les humains qui créent ces démons en partie? Je pense que c'est un petit peu la question que pose à chaque fois ce genre de flashback. Pour moi, voilà, il faut pas non plus remettre en question le fait que c'est bien les démons les ennemis dans cet animé. À la base, ils voulaient simplement une chose qui est légitime par rapport à la vie qu'ils ont vécue, et au final, transformant en démons, et ben cette haine, ces sentiments négatifs sont exacerbés et deviennent beaucoup plus violents et menaçants. Donc c'est vrai qu'il faut les arrêter évidemment. Mais donc un excellent flashback sur Gyutaro et Ume, sa sœur, donc qui était appelée Daki dans l'arc, mais qui en réalité s'appelait Ume. Voilà, donc une très bonne fin d'arc. C'est un pattern un petit peu similaire quand même à ce qu'on avait déjà vu avant dans les arcs précédents, mais personnellement j'attends avec impatience la suite puisque le prochain arc, qui est donc l'arc au village des forgerons, est un de mes préférés dans le manga, donc j'espère qu'il va être très bien adapté, que ça va être une masterclass comme dans le manga. Mais donc on termine cette saison de Demon Slayer avec un 8 sur 10 pour l'épisode 11 de Demon Slayer. On finit cette semaine avec un épisode de l'Attaque des Titans, c'est l'épisode 22 de la saison finale. Dans cet épisode on a des personnages qui s'affirment, et ça c'est cool, je pense en particulier à Gabi. Je trouve que le personnage de Gabi il a vraiment une place très très importante dans cette deuxième partie de saison finale. C'est un des personnages les plus marquants de cette saison et qui vraiment a une évolution extrêmement intéressante. Sa prise de conscience du fait que les habitants de l'île sont pas des démons mais sont en fait juste de simples humains. Cette prise de conscience là elle va l'amener à faire des choses vraiment héroïques et ça devient un personnage à part entière très très intéressant à suivre. On a aussi Armin, Mikasa, Jean et Connie qui sont un peu remis sur le devant de la scène, qui ont un peu plus de screen time. Le retour de 2 personnages qu'on voulait pas forcément voir revenir, que sont Froc... Enfin, le retour d'un personnage qu'on voulait pas forcément voir revenir, qui est Froc, voilà, qui refait son petit comeback. Il aurait pu rester où il était. Ouais, il reste toujours aussi détestable. Et on a le retour d'un second personnage qui lui quand même est assez cool, c'est Annie. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas revu, mais avec Eren qui a arrêté tout durcissement sur les Eldiens, le durcissement qui maintenait Annie dans son cristal s'est dissipé et donc elle est de nouveau réveillée de son sommeil. Cet épisode c'est aussi un retour aux sources, j'emprunte le terme à Dockers qui a sorti une vidéo réaction, mais c'est un retour aux sources avec les humains contre les titans, avec cet équipement tridimensionnel pour se battre,
à l'ancienne, c'est très très cool. Et c'est là qu'on aurait pu peut-être regretter la disparition de Wit Studio, enfin la disparition. Le fait que Wit Studio n'ait pas repris l'animé, c'est dans ce genre de séquence qu'on aurait peut-être pu le regretter. Et pourtant Mappa fait un excellent travail là-dessus. Je trouve que le boulot de Mappa à ce niveau-là est très colossal, surtout quand on se souvient de la saison 1, qui était beaucoup moins plaisant que ça. Vraiment, les scènes étaient... Il y avait certaines scènes d'équipement tridimensionnel qui étaient très dures à regarder. Et là, dans cet épisode 22, tout est plaisant, c'est très bien joué niveau montage, niveau réalisation. On a de très belles scènes à ce niveau-là. Donc voilà, cet épisode au final, c'était un épisode un peu de respiration. On a eu énormément, une quantité d'infos absolument massive dans les derniers épisodes. Donc évidemment, il faut le temps d'ingurgiter un peu tout ça. Donc on se retrouve un peu dans ce chaos qui reste quand même familier, puisqu'on retrouve la situation qu'on avait au début de l'animé avec Humain vs Titan. Mais voilà, on attend un peu que les camps s'organisent pour faire face à cette crise planétaire que pose Eren. Très bon épisode, ça va être un 8 sur 10 pour l'attaque des titans, pardon. Et sur ce, on a fini tout simplement l'analyse de tous les épisodes de la semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cet épisode d'Anime 12 vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!